Nous allons passer au second sujet. Il s'agit de l'analyse. On va un peu décortiquer le gouvernement de Wardani. On va le passer au peigne fin. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il y a combien de ministres, combien de femmes nous avons? Comment est-ce qu'on peut présenter en une minute ce nouveau gouvernement du président Wardani? Voici un gouvernement rempli de compétences, rempli de stratégies, rempli de technocrates, comme le président lui-même. Vous voyez, nous avons au total 24, pour ne pas dire 25, quand on compte le ministre porte-parole du gouvernement. Je veux parler de Léon Ruffi-Ngouedi, qui est un aîné, qui a confirmé son poste. Et seulement que la différence maintenant, c'est qu'il est ministre aussi. Alors, même s'il a toujours été, on l'a pas dit comme ça, c'est une question de formulation. Alors, donc ça fait 25 au total, pour ne pas dire 24. Alors, un peu plus que le gouvernement de Patrick Talon, son prédécesseur, parce que au début, en 2016, si mes souvenirs sont bons, Patrick Talon a commencé avec 21 ministres. Et après, au début de son deuxième mandat, pour ne pas dire second mandat, il a commencé avec 23. Et après, il y a eu un réaménagement et il a travaillé avec 21 jusqu'à la fin. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes passés à 24, 25. Ce qui justifie cet écart-là que nous constatons aujourd'hui dans le gouvernement de Romia Wardani, c'est que on est passé, peut-être, Patrick Talon, si on doit faire comparaison, parce que comparaison n'est pas raison, mais si on doit se prêter à l'exercice, c'est qu'il y a 4 ministères de plus. Mais est-ce que c'est vraiment de plus? Parce que on a une reconfiguration quand même de l'appareil d'État. Ministériel, comme on le dit. Et vous allez voir que quand on prend simplement le ministère de l'économie et des finances, le ministère même du président qu'il a porté, le portefeuille qu'il a géré pendant 10 ans, quand vous prenez ça, aujourd'hui, ça a été saucissonné. Voilà, ça a été recadré. Aujourd'hui, on parle de gestion de dette, on parle de commerce intérieur, on parle de commerce extérieur, on parle de gestion de budget, etc., etc. On parle aussi même de la fonction publique qui a absorbé. Voilà, de la fonction publique. Il n'y a plus aujourd'hui ministre de la fonction publique comme on l'a connu avec Patrick Talon, avec Madame Adiatou Matisse. Maintenant, aujourd'hui, on a. Qu'est-ce qui justifie cela? Il a fait 10 ans dans ce ministère. À la tête de ce ministère, il a certainement eu beaucoup de mal à concilier tout ça, et il se dit mais autant déléguer les pouvoirs et dont la base principale c'est le ministère de l'économie. C'est le ministère de l'économie et des finances. Voilà. Et d'ailleurs, qui il met là, c'est son directeur, celui qui est resté sous lui pendant tout ce temps, ou en qui il a confiance. Et voilà, c'est très important en politique concernant l'action publique. Vous voyez. Donc, et quand on a fini de dire ça, il y a le ministère de la communication. Voilà, qui renaît de ses cendres et prolongé vers même les médias, donc qui parlent de nous en réalité. C'est heureux, nous l'accueillons avec beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, et nous espérons que nos doléances, parce que nous avons toujours versé des doléances à l'ODEM et à l'UPMB et aujourd'hui à la RAC également. La RAC qui n'a pas beaucoup de marge de manœuvre malheureusement. À y voir simplement le budget annuel de la RAC qui ne pouvait pas grand-chose pour nous professionnels des médias. Maintenant aujourd'hui, avec tout un ministère pour nous, je crois que beaucoup de choses seront faites. Nous espérons que ce sera fait. Et elle connaît la maison, Aurélie Adam Soulé, elle connaît bien la maison et nous espérons qu'elle prenne ses marques un peu plus tôt et qu'elle commence le travail. Et nous sommes là, nous allons l'accompagner. Par exemple, quand je parle de sujet, tout premier sujet sur son bureau, par exemple, c'est l'aide de l'État aux professionnels des médias, en tout cas aux organismes de médias. Vous voyez, on avait ça entre-temps, mais avec le temps, on nous a
on l'a arraché. Mais ça, c'est toujours important. On en a besoin suffisamment, d'ailleurs. Et donc, on en a vraiment besoin. Donc, un ministère pour nous, c'est heureux. Nous l'accueillons avec beaucoup de joie. Voilà, donc voilà un peu les quelques voilà que nous avons eu dans le ministère. Aujourd'hui, on ne parle plus du ministère du plan, le ministère de la coordination de l'action gouvernementale que ABT avait dirigé. Aujourd'hui, c'est mon analyse, hein, j'ai la vague impression de ce que c'est le président lui-même qui dirige l'action gouvernementale et tous les autres sont des ministres délégués. Même si on ne le dit pas directement, c'est ce que je le vois de cet œil-là, en réalité. Voilà. Donc, ce ministère de Abdoulaye Biachani est passé quand même sous le giron du ministère de l'économie et des finances. Tout à fait. Alors, revenons un peu à la configuration de ce premier gouvernement. Est-ce que tout le peuple est représenté? Est-ce que on a fait une part belle à la jeunesse, parce que son projet de société s'est appuyé quand même sur la jeunesse, annonce quand même de très belles couleurs pour la jeunesse. Est-ce que dans ce gouvernement, nous avons assez de jeunes? Est-ce que toutes les parties du pays sont représentées dans le gouvernement? Est-ce que c'est réellement un gouvernement d'union nationale? Bon, nous avons 12 départements, 77 communes. Est-ce que tout le monde, toutes les parties du pays pouvaient être représentées dans un gouvernement? Même si nous avons parlé de 25 ministères ou bien de 24 ministères, ce n'est pas évident. L'essentiel pour un gouvernement, c'est de privilégier les compétences et pas du régionalisme. J'ai entendu beaucoup de choses dernièrement. J'ai entendu que, par exemple, à Corvey seul, on a eu trois ministres de Corvey. Ils ont parlé de Janvier Yaoudéou. Ils ont parlé de, je crois, voilà, beaucoup d'autres éléments, d'autres bonnes têtes de Corvey qu'on a cité. Je crois il y a un nom qui m'échappe là. Ça va me revenir avant la fin de l'analyse. Mais les 12 départements sont d'une manière ou de l'autre représentés dans ce gouvernement. Nous avons quel gouvernement qui n'est pas encore représenté? Je ne le vois pas. Tous les départements y sont. Oui, tous les départements y sont. Alors, voilà. Et la jeunesse? Quelle place la jeunesse a dans ce gouvernement? La jeunesse est présente dans ce gouvernement de bout en bout. Tout le monde est jeune dans ce gouvernement, à part le seul aîné, c'est le ministre Danromain qui est un peu plus âgé que les autres, sinon que ils sont tous jeunes, tout comme le président d'ailleurs. À commencer même par Corinne Muret, qui est l'actuelle ministre des Affaires étrangères. Et pour rappel, il faut dire qu'elle connaît bien la diplomatie, elle maîtrise bien la diplomatie et les relations internationales, parce qu'elle avait été précédemment ambassadrice du Bénin près de Paris, voilà, près de la France, voilà, pendant plusieurs années. Donc, elle maîtrise beaucoup de sujets qu'elle pourra gérer. Voilà ce que je peux dire. Il y a Agoncan qui fut ambassadeur du Bénin près du Niger, qui est aujourd'hui à la Défense. On va voir ce qu'il va faire de la Défense. Alors, bonne chance donc à tous ceux-là et nous leur souhaitons quand même plein succès dans leur nouveau portefeuille ministériel. Rappelons qu'il y a des anciens ministres qui ont été maintenus. Il y a eu Oui, j'ai oublié de dire aussi qu'il y a 6 femmes dans ce gouvernement. 6 femmes. Nous avons Madame Fagla Sedami, qui est aujourd'hui ministre de l'enseignement supérieur, et qui en dehors d'elle, nous avons Madame Awa Oubako, oui, qui est aux petites et moyennes entreprises. Tout à fait. Et nous avons professionnelle. Voilà, nous avons également, j'ai déjà parlé du ministre des Affaires étrangères. Il y a également Adam Souley, qui est ministre de la Communication, Véronique Toïfodé, aujourd'hui qui est ministre des Affaires sociales. Ah oui, voilà, ministre des Affaires sociales, et en tout cas, voilà un peu la configuration. Donc, place au travail maintenant. Et je constate que ce gouvernement n'est pas venu s'amuser, parce que vous allez voir, même le soir même, ça c'est la première fois quand même, que le soir même de l'investiture, qu'on ait déjà une idée des membres de ce gouvernement-là. Ça, c'est une première. Et en dehors de ça, déjà en soirée de cette même journée, le président qui rencontre déjà, il a d'abord rencontré le ministre des Affaires étrangères du Mali, il a rencontré également une délégation de la Côte d'Ivoire. Vous voyez,
dans la même journée, le lendemain férié, il a également fait, il y a eu audience au palais de la Marina. Ça prouve que le président, il connaît suffisamment le terrain et qu'il n'est pas venu, voilà, pour du luxe. Il n'a pas le temps des protocoles, parce que en réalité, la différence avec le mandat de Wadaï, le septennat qui s'annonce là, c'est que Wadaï ne nous dira pas que il était il va pas quand même prendre encore 2 ans maintenant pour analyser, faire des études, voilà, parce que les études ont été déjà faites et il fait partie de cette équipe qu'il a faite. Est-ce qu'on est d'accord? Et aujourd'hui, on passe directement au travail. Il y avait à faire de la voie, voilà, les infrastructures routières, des marchés et autres. Oui, on va continuer par faire la voie, on va continuer par créer des hôpitaux, par construire des hôpitaux, etc. Mais beaucoup plus, on va constater, on va remarquer que Wadaï va avoir beaucoup plus du concret. Du concret, parce que il a déjà l'existant est déjà là. Et on veut évoluer à partir de l'existant pour avoir ce que nous n'avons pas. Donc, peut-on dire que c'est pour la première fois dans notre histoire qu'il n'y a réellement pas de rupture? Tout à fait. Tout à fait. Parce que un président sortant qui a eu un dauphin et le pouvoir est dans la main du dauphin actuellement. Donc, tout ce qui a été fait, on va préserver cela. Et parce qu'il a dit dans son discours, il dit, nous savons tout ce qui a été fait, nous savons ce qui est qu'on a à mieux faire, là où il faut rectifier, là où il faut continuer, par exemple. Donc, il connaît tout ça, c'est à son natif et c'est à l'avantage du peuple béninois et tout également. Voilà. Donc, un gouvernement composé de personnes compétentes, de technocrates, mais c'est quand même un gouvernement qui a fait grincer les dents parce qu'il y avait des attentes qui ont été déçues, notamment de la part des partisans de premières heures, de ceux-là qui estiment avoir assez mouillé le maillot et qui s'attendaient quand même à une récompense ministérielle. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, Arima Sissi? Bon, qu'ils prennent le mal en patience, parce que vous savez, si le père et le fils sont les mêmes. De Patrick Talon à Wadaï, vous allez voir que c'est pratiquement le même esprit. Et c'est des gens qui ne veulent pas ils ne veulent pas forcément être populaires. C'est des gens qui ne veulent pas verser dans du populisme, des gens qui ne veulent pas faire pour faire plaisir. C'est des gens qui veulent plutôt honorer ou bien veulent plutôt avoir des résultats. Et pour avoir des résultats, pour faire des résultats, il faut composer justement avec des compétents. Il faut faire avec de la compétence. Donc, et la compétence, on en a suffisamment dans ce gouvernement. Donc, oui, on a eu beaucoup de mouvements voilà, pendant les campagnes électorales. On a vu beaucoup de choses, beaucoup de mouvements qui ont soutenu la candidature à gauche, à droite. Qui se voyait ministre et qui... Déjà. Et il y a également les partis politiques qui ont porté la candidature du président Romien Wadaï, mais qu'ils prennent leur mal en patience, parce que il y a beaucoup de nominations qui viennent encore. Ce n'est pas simplement quand on est ministre qu'on peut apporter sa pierre à l'édifice du Bénin. Alors donc, n'importe comment, on va construire ce Bénin ensemble et on en serait tous fiers plus tard. D'accord, Arima Sissi. Parlons à présent du tout premier ou bien des tout premiers déplacements du président Wadaï. On a pour coutume, cela est passé comme une tradition, à voir les présidents nouvellement élus des pays francophones faire leur tout premier déplacement dans l'Hexagone, en France. Alors, le président Wadaï est passé à côté de cette tradition et il a fait effectuer son premier déplacement au Nigeria. Quelle analyse on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce déplacement sous-régional du président Wadaï? Le déplacement, Wadaï est un économiste, vous le savez très bien, c'est un agentier, c'est quelqu'un qui connaît bien voilà, notre pays. Et vous voyez, avec notre pays, le Bénin, la proximité avec le Nigeria.
qui est le géant de l'Ouest. Et vous voyez que on n'a pas assez de kilomètres qui nous séparent du Nigeria. Et le Nigeria, en termes de partenariat économique fiable, nous savons ce que le Nigeria représente pour le Bénin. Donc, que le président ait choisi de commencer son périple, si je peux le dire ainsi, de commencer en tant que président sa première visite au Nigeria. Il a forcément mesuré Dans l'AES aussi. Oui, on a appris que il va dans les tout prochains jours aller également au Nigeria. Au Niger, et dans les pays de l'AES, également en Côte d'Ivoire, mais on attend de voir. Parce que nous, ici, on va encore décrypter les 100 jours de pouvoir de Romia Wadayi pour voir ce qui est en train d'être fait, ce qui est en train d'être mis en place et tout. Donc, choisir le Nigeria comme une toute première étape, je crois que c'est bien réfléchi. C'est bien réfléchi. Cela va forcément augurer de bonnes choses. Consolider, pourquoi pas, nos liens. Le partenariat qui a été toujours un partenariat gagnant et fort entre le Nigeria et nous. Pourquoi pas? C'est bien réfléchi, j'ai aimé.